Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 102 qui me laisse assez mitigée parce que même si on a quand même une grande avancée au niveau du scénario, je trouve qu'on reste cruellement sur notre fin par rapport aux agissements de nos différents protagonistes. Donc on se rappelle, la semaine dernière, on avait terminé l'épisode avec la révélation comme quoi Tozaka était l'antagoniste de cet arc. Et donc c'était lui qui était derrière le sceau qui possédait les oies sauvages et qu'il en voulait à Jugo forcément, puisque on avait bien compris que Jugo était celui qui était recherché par ces enquêteurs du pays de la rivière. D'entrée de jeu, on a le droit au monologue de Tozaka qui va nous expliquer quel est son but et pourquoi est-ce qu'il veut impérativement mettre la main sur le sceau de Jugo. Pour rappel, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais pour ceux qui ne savent pas ou qui débarquent tout simplement, Jugo est le détenteur originel du sceau maudit. Et c'est pour ça que Orochimaru s'est intéressé à lui, parce que c'est tout simplement un trait héréditaire du clan de Jugo. Et Orochimaru s'y est intéressé pour pouvoir extraire ce sceau et pouvoir tout simplement faire des expérimentations sur d'autres personnes qui pourraient potentiellement avoir cette marque. C'est d'ailleurs à ce moment-là donc qu'on a eu le quintet d'Otto, qu'on a eu Kimimaro, qu'on a eu Sasuke, etc. Et donc là on apprend que Tozaka veut faire exactement la même chose. On a limite l'impression d'ailleurs qu'il idolâtre Orochimaru parce que, eh bien, il le connaît, il sait ses travaux et il veut faire la même chose mais un petit peu en 2.0. Il veut améliorer la chose pour en faire l'arme ultime. Il a fait des expérimentations, je pense, on n'a pas encore les explications, mais je pense qu'il a dû créer un dispositif qui permet de contrôler cette marque maudite et donc de pouvoir la déclencher à tout va. On voit que les jumeaux, eux, portent un collier autour du cou qui leur permet donc de déclencher cette marque maudite et de se transformer en stade final directement, mais Jugo lui n'a pas ça et on voit bien que Jugo, pourtant qui est le détenteur original, n'arrive pas forcément à contrôler ces moments de transformation. Pourtant ça fait maintenant des années qu'il l'a, quoi. Le mec il a pas 10 ans, il a pas 15 ans, il en a le double et pourtant il n'arrive toujours pas à se contrôler. D'ailleurs en plus, grosse surprise, c'est que on apprend également dans cet épisode que Tozaka a fait des expériences sur lui aussi, parce que il a réussi donc à atteindre son but, je pense. C'est difficile de comprendre ce qu'il veut dire, mais en fait d'un côté il dit qu'il veut la souche de Jugo pour pouvoir terminer son expérience et créer son arme ultime, quoi, et de l'autre côté il nous dit comme quoi qu'il a fait l'expérimentation sur lui et qu'il détient cette arme, parce qu'on voit donc qu'il est possédé par la marque maudite et qu'il a son bras qui se transforme. Donc on a encore plein de mystères par rapport à sa démarche et à ce qu'il va en devenir. À ce niveau-là, côté scénario, ce n'est pas du tout une grosse surprise, au contraire, à partir du moment où on a vu que Jugo était au cœur de l'intrigue, on avait bien compris que tout allait tourner autour de la marque maudite. Et là, honnêtement, on n'est pas surpris, on n'est même pas surpris que ce soit Tozaka qui soit le méchant, parce que c'est ça le problème aujourd'hui avec les histoires, que ce soit série, anime ou quoi que ce soit, c'est que forcément, si on voit débarquer un personnage venu de nulle part, qu'on ne connaît pas, etc., on sait très bien qu'il y a facilement 80% de chances que ce soit le boss final. Et là, encore une fois, on est dans ce cas-là avec Tozaka. En voyant cette facette de Tozaka, on a vraiment l'impression d'être face à un personnage qui est totalement cinglé, parce que le mec, il est hilar, il est fou, il devient complètement taré, clairement, parce que, on sent bien qu'il est excité d'arriver enfin à son but, qu'il va enfin mettre la main sur ce qu'il cherchait. Il a réussi déjà à prendre un prélèvement de l'ADN de Jugo, donc on sent réellement qu'il atteint son but et le mec il pète des câbles et d'ailleurs il va se retourner contre l'équipe de recherche qui apparemment ça avait l'air d'être un petit peu ambigu entre les deux parties, parce que apparemment l'équipe de recherche avait l'impression de contrôler la situation, que c'était eux les patrons quoi en gros, et ils essayent de mettre un petit peu un coup de pression à Tozaka, sauf que au final on a l'impression que Tozaka, enfin on n'a pas l'impression, c'est le cas, Tozaka va retourner sa veste et va apparemment les tuer. On ne le voit pas réellement, mais du moins on va dire qu'il les met KO. Et donc là on a quand même un retournement de situation, parce qu'on sent bien que Tozaka ce n'est pas forcément le mec qui fonctionnait avec l'organisation, mais qui s'est servi de cette organisation pour pouvoir atteindre son but, ce qui est
le plus inquiétant forcément parce que si il a monté une armée comme les deux jumeaux qui ont des dispositifs pour pouvoir activer le saut maudit, s'il y en a d'autres derrière qui se cachent, je pense que Boruto et ses amis vont au-delà de beaucoup de problèmes. Cet épisode 102 est divisé en 4 parties. Dans un premier temps, on a Boruto et Suigetsu qui étaient partis pour secourir Jugo, mais au final qui se retrouvent aussi démunis que lui puisque à la fin de l'épisode de la semaine dernière, Tozaka leur avait planté une seringue avec ce qui semblait être un paralysant. D'ailleurs, il va révéler qu'il s'est servi des sérums, des antidotes de Jugo élaborés par Orochimaru, et là encore on voit que il a l'air vraiment d'admirer le travail d'Orochimaru. De l'autre côté, on a Sumire qui essaye de sauver Namina et Wasabi et qui va se retrouver face aux jumeaux. Donc là on a quand même un combat qui semble très difficile du côté de l'équipe de Sumire. D'un autre côté, on a Sarada et Karin qui sont face à la jumelle, qui là aussi ça semble un petit peu compliqué, mais on a pleinement conscience et confiance des capacités de nos deux filles. Et la quatrième partie qui est plus discrète, plus courte, c'est Mitsuki qui était partie à la recherche de Konohamaru. Et donc c'est avec les 3 premières parties que je viens de vous citer qui m'ont pas mal déçu. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer chaque situation et ensuite, écoutez, comme d'habitude par commentaire, vous allez me dire ce que vous en avez pensé si vous avez ressenti la même chose que moi. Donc du coup, dans notre première partie avec Boruto et Suigetsu, donc on est face forcément à nos deux ninjas qui sont paralysés à cause de Tozaka. Sauf que on va voir quand même quelque chose qui est assez, pour moi, difficile, c'est que, certes, Boruto, c'est un petit peu normal qu'il se laisse piéger, etc. parce que il est jeune, il a l'inexpérience, pardon. Mais de l'autre côté, on a quand même Suigetsu qui faisait partie de l'équipe Taka, donc on se rappelle quand même de tout ce qu'ils ont fait. On se rappelle que même s'il était pas au niveau de Sasuke ou d'un autre membre de l'Akatsuki par exemple, eh bien il avait quand même un sacré potentiel, il avait quand même de quoi revendre quoi. Et là au final, il est mis au même niveau que Boruto. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que voilà, le mec quand même il s'est fait taser plus d'une fois. On évitera de revenir sur le côté des tasers, s'il vous plaît. Mais je suis d'accord. Forcément, taser c'est de l'électricité face à l'eau, c'est conducteur, forcément Suigetsu il est KO. Mais plusieurs fois on voit que Suigetsu, il retente quoi. Une première fois avec son bras, du coup pour nous son bras droit, il va tenter en faisant que de l'eau de sauver Jugo, sauf que ça va rater, il va se prendre déjà un côté de taser, voilà. Ensuite il va essayer avec son autre bras de protéger Boruto, mais là aussi il va se prendre un taser. Au final moi je trouve ça un petit peu décevant parce que je m'attendais quand même à un peu plus de réaction par rapport à Suigetsu. Il aurait très bien pu tout simplement se téléporter, vous savez, comme ils font quoi, une technique de substitution. Mais là encore, ce qu'on peut dire, c'est que il n'a pas pu le faire parce que forcément il y a le sérum, le tranquillisant qui l'empêche d'être maître de tous ses mouvements. Certes, ok, ceci explique cela, etc., mais en soi, je suis quand même assez déçue. Ah oui, et puis parce qu'ils étaient pas assez dans la muse, forcément, Tozaka va vouloir aller à la phase finale de son observation, de voir s'il a bien réussi à bien foutre, le bazar. Il va tout simplement implanter un activateur, une potion de son secret, quoi, sur Jugo pour déclencher sa marque maudite. Donc, c'est-à-dire que, on a Boruto et Suigetsu qui sont entièrement paralysés et on a Jugo qui est en train de se transformer. Boruto essaye tant bien que mal, de détacher Jugo, sauf que, moi, honnêtement, j'ai pas compris pourquoi il le faisait, sachant que Jugo il était en train de se transformer avec la marque maudite. Et le plus marrant, c'est que Tozaka en a strictement rien à faire que Boruto essaye de détacher Jugo. Et puis pourquoi est-ce que je dis que Boruto, ça sert à rien qu'il essaye de détacher Jugo, tout simplement parce que 2 secondes après, on voit que Jugo, avec sa transformation, il éclate les lanières. Donc honnêtement, si Boruto il avait quelques forces qui lui restaient, autant qu'il prenne Suigetsu et qu'il se barre parce que dans tous les cas, Jugo se serait libéré, honnêtement. Mais, encore une fois, c'est dans la continuité du comportement de Boruto, pas une seule fois depuis le début de cet arc qu'il a laissé Jugo, même lorsqu'il était transformé, même quand il était incontrôlable, il a toujours été face pour pouvoir l'aider, etc. Donc là aussi, c'est explicable, mais pour moi, là en fait, tout ce que je vous ai dit, c'est explicable, il y a les faits qui expliquent, etc. Même par rapport à
Sugetsutu, mais pour moi, honnêtement, ça a été décevant et j'ai trouvé ça assez bête parce qu'il y aurait eu d'autres solutions pour pouvoir qui puissent leur permettre de se relever face à cette situation difficile. Du côté de l'équipe 15, donc on a Sumire qui essaye de sauver Namida et Wasabi qui sont encore assez faibles, toujours un petit peu sous l'emprise de cette marque maudite parce qu'on voit que sur leur visage il y a toujours les marques même si elles sont en train de disparaître et donc elles sont face au jumeau qui ne va pas hésiter à activer son collier et à se transformer, à prendre la forme de la marque maudite. Et là on voit directement qu'il y a une différence de puissance entre les deux parties parce que même si Sumire s'en sort pas mal, elle arrive à esquiver, elle arrive à lui lancer des kunai, des shurikens, etc. Eh bien il y a quand même, il n'y a pas de rivalité quoi, elle ne va pas à l'offensive, au contraire elle est en train de se défendre et la défense c'est bien beau mais ça ne dure jamais très longtemps. Et on voit bien que le jumeau, lui tout ce qu'il cherche à faire c'est de la pousser à invoquer le nuée parce que pour lui il a besoin de frissons, des trucs comme ça. Enfin bref, encore une fois c'est une facette commune d'un antagoniste qui est mis à ce personnage-là. Je pense pas que ça aurait été utile. Je pense que pour une fois, on aurait peut-être pu faire dans l'originalité et arrêter de mettre forcément un méchant qui cherche impérativement les sensations fortes, quoi. Parce que honnêtement, on le voit à chaque fois, c'est fatigant, c'est pas original. Il cherche à pousser Sumire à invoquer le nuée et c'est ce qu'elle va faire, sauf que manque de peau, c'est la première forme du nuée, donc quand il est tout petit, qu'elle va réussir à invoquer parce que elle ne s'est pas encore remis de son dernier affrontement et elle n'a pas assez de chakra et c'est pour ça qu'il est tout petit. Lui aussi manque de chakra, il ne s'est pas encore remis de son précédent combat. Donc l'autre il va être totalement déçu et là ça va être très difficile parce qu'au final l'invocation qui était censée aider Sumire va plus la gêner qu'autre chose puisqu'elle va plus chercher à le secourir, à le protéger que d'affronter l'ennemi. Et donc elle va réussir à s'enfuir avec Namida et Wasabi et là on va arriver face à une situation où Wasabi et Namida vont retrouver un petit peu de force et vont l'inciter à prendre leur chakra pour pouvoir aider le nuée à atteindre sa deuxième force. Sumire au début on voit bien qu'elle ne veut pas parce que on l'a vu dans les épisodes précédents, elle n'arrive pas à contrôler le nuée et donc ça lui fait peur de l'invoquer. Et ça, c'est ce qui a été le plus intéressant, je trouve, et le mieux fait dans cet épisode, c'est qu'on sent bien que Sumire, malgré le fait qu'elle aime le nuée, eh bien, elle va avoir peur, elle va s'en méfier et elle va avoir peur de ne pas le contrôler. Mais bon, il ne va pas falloir trop longtemps pour la convaincre, elle va prendre le chakra de ses deux amis et va pouvoir donc permettre au nuée d'atteindre sa forme la plus grande. Et donc à partir de là, forcément là, les cartes se sont redistribuées et ils vont réussir à forcément à battre l'adversaire et à lui briser son collier. Là après ce qui va se passer c'est assez bizarre parce qu'on va voir que le nuée va s'approcher donc de l'ennemi et avec sa queue va lui absorber son chakra je dirais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Sumire s'en approche, lui dit d'arrêter, on sent encore une fois qu'elle en a peur mais on ne sait pas réellement si là ce qui a fait le nuée va déboucher à quelque chose ou est-ce que c'était juste pour nous faire réfléchir sur un élément qui au final ne servira à rien. Du côté de Sarada et Karine, alors là j'étais encore une fois extrêmement déçue parce que Karine, honnêtement, elle a aucune importance tout le long de l'affrontement quoi. Franchement, et même Sarada, juste pour Sarada, est-ce que je suis la seule? Parce que moi j'ai le souvenir, je vous avoue que j'ai pas recherché sur les derniers épisodes, mais j'ai l'impression que l'arc précédent ou celui un peu avant, Sarada avait débloqué un deuxième tomé. Sauf que là, elle en a qu'un, on n'est pas fou, enfin je suis pas folle. Dites-moi ce que vous en pensez par commentaire, parce que moi je suis sûre à 95% qu'elle en avait débloqué un deuxième. Mais là, il s'est passé quoi? Un oubli? Franchement les gars? Oh non, faut pas. Bref. Donc, Sarada affronte la jumelle avec Karine, et là en fait... Le rôle de Karine, c'est juste d'être une réserve de chakra pour Sarada. Sarada, elle se prend une branlée dans un premier temps, elle va être fatiguée, parce que forcément les Sharingan lui puisent énormément d'énergie, et Karine, elle va être là pour inciter Sarada à la mordre, parce qu'on se rappelle que c'était quand même une capacité de Karine. Toute personne qui la mordra va retrouver de ses forces. En fait, Karine va partager son chakra avec, et donc elle va faire une technique qui va emprisonner pendant un court laps de temps l'ennemi avec des chaînes qui lui sortent dans le dos, et va inciter donc Sarada à la mordre. On ne va pas parler du moment où Sarada ne va pas vouloir et que Karine va la forcer, etc. Parce que honnêtement, c'était chiant. Et donc...
Pleine d'énergie, pleine de chakra, Sarada va réussir à vaincre son ennemi, mais voilà, le rôle de Karine, ça a servi à rien, mis à part à être une réserve de chakra pour Sarada. Honnêtement, on a été quand même habitué à un peu plus glorieux par rapport aux anciens membres de l'équipe Taka. Et ensuite, la dernière partie, qui est vraiment très courte, c'est Mitsuki qui arrive enfin à remettre la main sur Konohamaru, et donc Konohamaru qui avait réussi à s'enfuir. Voilà. C'est tout ce qu'on apprend. Bon, on sait très bien que tous les deux vont venir en aide à quelqu'un, donc je pense que ce sera à Boruto et Suigetsu, sachant que les deux autres équipes ont réussi à battre leur adversaire, donc je pense que là, dès l'épisode prochain, on va être face à l'affrontement final. Il va sûrement durer peut-être sur plusieurs épisodes, je ne sais pas, mais voilà, enfin... Si je devrais donner mon avis sur cet épisode, il y a énormément d'éléments, comme je vous l'ai dit, on avance au niveau de l'histoire, mais ça manque cruellement de profondeur. Honnêtement, il n'y avait pas de rythme, chaque équipe a galéré alors que certains n'auraient même pas dû. Petite dédicace à Karine et à Suigetsu, et honnêtement, je sais vraiment pas quoi en dire, parce que là, ouais, j'ai le cul entre deux chaises, parce que, je dirais pas qu'il était mauvais, mais je dirais pas qu'il était bon non plus. L'animation, on a connu mieux, et le scénario, certes on avance, mais ça manque cruellement de profondeur. Donc j'espère que l'épisode prochain ce sera un petit peu mieux. Forcément on va être face à une difficulté pour nos protagonistes, parce que d'un côté ils vont avoir Tozaka qui a commencé à se transformer, de l'autre côté il y a Jugo qui est en train de devenir complètement taré et qui a une nouvelle forme. D'ailleurs, vu que on apprend que Tozaka a essayé donc de monter une nouvelle marque, on est d'accord, une nouvelle marque maudite, ça veut dire que personne n'a modifié la marque, enfin l'apparence de Jugo. Alors l'apparence qu'il a là, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça et qu'elle n'est pas comme à l'époque de Sasuke? Est-ce que c'est parce que il aurait évolué, oui, il se serait amélioré, ou est-ce que le fait d'absorber la marque maudite des oies, ça fait une mutation dans son apparence? Honnêtement, ça aussi, on n'a pas de réponse pour l'instant, donc j'espère que ça va arriver dès l'épisode prochain, qu'on va avoir un peu plus d'explications par rapport à ce phénomène de la marque maudite, et qui est un petit peu plus de rebondissements, mais des rebondissements qui sont réfléchis et qui sont bien faits. Sur ce, moi je vous laisse, je vous invite à aimer et à partager la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas, comme ça vous permettra de recevoir les notifications pour les prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!